Bonjour, donc je m'appelle Romain Moussa, je suis un ancien étudiant de la spécialité agrocon- agroéconomie et politique publique. Donc aujourd'hui on a eu beaucoup de présentations d'études, de projets de recherche différents. Et ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est que on accueille deux acteurs qui se situent du côté de l'offre. Bertrand Morand de la filiale U, qui est donc responsable filière et partenariat de la coopérative U. Et Séverine Fontaine, qui est une ancienne salariée Carrefour et qui aujourd'hui est à son compte et, euh, et donc est coach en management pour les acteurs de la grande distribution, coach en médiation. Je propose peut-être que pour commencer cette table ronde, Louis-Georges Solaire nous rappelle rapidement les grands leviers liés à proposer une offre de consommation bas carbone pour se rafraîchir la mémoire de ce matin. Et je propose ensuite directement de passer aux présentations des enjeux pour Bertrand et Séverine, comme Benoît vient de présenter les grands freins de proposer une offre bas carbone. Donc à vous, Louis-Georges. Merci beaucoup. C'est pas facile parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et s'il y a juste. Ah ben non, la diapo n'y est plus. Mais la diapo qui était juste affichée tout à l'heure a résumé pas mal de choses. Donc, merci. Donc, si c'est juste pour faire un petit point à ce stade de la journée, donc je pense qu'on. Et peut-être pour revenir un peu, il y avait un petit sentiment de découragement en fin de matinée en disant, on est un peu coincé, quoi. Alors, on est un petit peu coincé, mais malgré tout, je veux dire que les leviers d'action qu'on a identifiés, que ce soit l'information, l'éducation, que ce soit la fiscalité, que ce soit la réglementation sur les aspects de caractéristiques des produits, que ce soit... bon, il y a toute une série de leviers d'action publique, alors, qui ont quand même des effets. Alors, ils sont petits. Je veux dire par là que du coup, c'est des effets à chaque fois d'une amplitude relativement modeste, n'empêche qu'il y a des choses qui marchent. Et en tout cas qui permettent d'enclencher des mouvements plutôt dans la bonne direction. Et donc le premier point qu'on mentionnait ce matin, c'est qu'aussi, du coup, il faut les combiner. C'est-à-dire qu'on peut pas, il n'y a aucun levier d'action miracle. Et donc on sait très bien qu'il va falloir jouer de manière systémique et combinée sur plein de leviers d'action. Et du coup, pour la recherche, je pense que ça pose aussi la question de quelles sont les bonnes combinaisons. Au fond, comment on les combine de manière le plus efficace possible et la moins coûteuse possible pour la collectivité. Je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on avance. Deuxième point, c'est qu'on sait aussi que la dimension, tu l'as rappelé Benoît, c'est la question de l'environnement alimentaire. Donc c'est au fond, ce qui est assez déterminant, au-delà du contexte prix, etc., c'est aussi les conditions dans lesquelles les consommateurs font leurs arbitrages, leurs choix. C'est en restauration collective, c'est au magasin, c'est dans tous ces endroits-là dans lesquels ils sont en situation d'arbitrage et tranché. Et donc l'environnement alimentaire est déterminant aussi, et donc c'est aussi un levier d'action. Alors, la littérature, enfin, il y a eu des recherches au niveau européen, international, sur les leviers d'action en magasin, par exemple, et il y a des choses qui marchent. C'est-à-dire qu'on a rappelé l'endroit où on met les fruits et légumes dans le magasin, ça va jouer sur les achats de fruits et légumes. La façon dont on positionne les produits sur les linéaires, ça a des effets. Et évidemment, l'activité promotionnelle et marketing a aussi des effets. Donc il y a aussi plein de leviers d'action qui sont envisageables dans l'environnement alimentaire, dans les lieux d'achat ou de consommation. Et je pense que c'est vraiment sur ces axes-là qu'il faut aussi maintenant beaucoup progresser, à la fois côté recherche, puis aussi en interaction avec les acteurs. Tout ça, ça m'amène à dire qu'au fond, on est toujours un peu dans un truc un peu cercle vicieux. D'un côté, si l'offre bouge, on a peur de perdre les consommateurs. Et puis en même temps, si les consommateurs veulent bouger mais qu'il n'y a pas l'offre, on est aussi coincé, quoi. Moi, mon sentiment, je dirais qu'il faudrait que l'offre soit un petit peu en avance sur les consommateurs. Quand je dis un petit peu, c'est que si elle l'est trop, ça ne marche pas. Donc si vous réduisez beaucoup les teneurs en sel du pain, vous perdez tous vos consommateurs. Par contre, si vous y allez de manière progressive, là, il y a moyen d'apporter quelque chose. Donc ça, c'est le premier point, c'est ce que je voulais mentionner. Le deuxième point, et je pense que ça rebondit sur des choses que vient de dire Benoît, c'est que dans un contexte de jeu concurrentiel, tel qu'il est, tout ce dont on parle, ça génère des coûts. Et donc si ça génère des coûts, et finalement chaque acteur
tout seul, n'a pas d'incitation à le faire parce qu'il prend des risques commerciaux. Je prends mon petit exemple des 2 boulangeries dans la même rue. S'il y en a une des 2 qui baisse les teneurs en sel, les consommateurs risquent d'aller dans l'autre boulangerie. Et donc la solution là, ça ne marche que si les 2 boulangeries réduisent en même temps leur teneur en sel. Et pour ça, il faut qu'elles arrivent à se mettre d'accord. Et c'est compliqué de se mettre d'accord dans un contexte concurrentiel. Et donc ça veut dire qu'il y a un rôle des politiques publiques, de ce point de vue-là, qui est non seulement de donner la vision qui permet du coup de faire converger les anticipations de tout le monde, mais aussi donner les éléments pour rendre crédibles des engagements collectifs sur un certain nombre de paramètres. Typiquement, la charte de réduction de teneur en sel du pain, elle a mis 10 ans. Mais finalement, elle a permis de déboucher sur un accord qui en génère, in fine, des baisses de teneur en sel. Et donc il y a aussi cette dimension-là dans un contexte de jeu concurrentiel compliqué. Je ne pense pas qu'on va augmenter les prix de manière importante et de façon acceptable par les consommateurs aussi, puisqu'en fait, ils ont aussi des contraintes de budget, de coûts de logement, de coûts de la mobilité, etc. Donc on ne peut pas anticiper ou espérer des grosses augmentations de dépenses alimentaires des ménages. Et donc il faudra qu'on arrive à trouver ces compromis. Et ça passe, à mon avis, que par des exemples de ce type-là, qui sont des accords collectifs, qui permettent de trouver de manière un peu pré-concurrentielle, au fond, des leviers d'action qui vont plutôt aller dans le bon sens. Merci. Est-ce que Bertrand, maintenant, vous pouvez peut-être nous parler des... C'est honneur aux dames ou non? Je sais pas. Comme vous voulez. Allez, vas-y. Justement, donc Séverine, vous vous positionnez, donc là vous venez de parler de l'intérêt de discuter en fait entre différents acteurs de la grande distribution. Justement, vous, Séverine, vous vous positionnez à ce nœud-là. Oui, en fait, il y a le sujet de qui paye, qui est pas tellement sorti dans la journée, mais qui est quand même un nœud qui est assez important. Qui paye et combien ça coûte et combien ça rapporte. Et là, on a quand même encore beaucoup de flou parce qu'on on a beaucoup d'expérimentations à mener. On a du mal à quantifier les services rendus. Quand on passe en agroécologie, on va également diminuer les intrants, les pesticides, on va avoir un effet sur la santé. Si on diminue la consommation de viande qu'on remplace par des légumineuses, on sait qu'on peut avoir peut-être un gain santé. Et donc, moi, je pense qu'il y a un gros enjeu et là, les pouvoirs publics ont aussi leur rôle, à pouvoir aider à quantifier ça et peut-être à rentrer une équation qui sera plutôt du long terme. Je prends quand on a fait le poulet sans antibiotiques, je prends cet exemple parce qu'en fait, ça paraissait impossible. Et devant nous, il y avait d'énormes risques. Et il y avait la peur de perdre la production. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a acté d'assurer quelque part les éleveurs pendant cette période de test en disant quoi qu'il se passe, on sera là pour vous. Et j'ai l'espoir que la décarbonation, on va avoir des gains. On va avoir des gains de toute façon sur la santé, sur l'environnement. Sauf qu'on a un énorme cap à passer et qu'on ne pourra ne le passer qu'ensemble. C'est hors de question qu'il y ait un seul des acteurs qui puisse prendre le risque ou assumer le risque seul. Donc effectivement, ça veut dire réussir à aborder en confiance cette notion de coût. Et en confiance aujourd'hui, vous l'avez dit, on n'est pas dans une relation de confiance historique dans les négociations, puisqu'on parle de négociations entre les distributeurs, les transformateurs. On est plutôt sur de la méfiance, sauf des partenariats qui existent sur des filières très spécifiques. Et encore. Voilà. Donc moi, je pense qu'on a un modèle à créer pour assurer cette confiance, et avec des tiers de confiance, qui pourraient regarder les cahiers des charges, regarder les analyses de la valeur, qui pourraient jouer ce rôle de transition pour assurer aux uns et aux autres qu'on se parle vraiment, qu'on est sur quelque chose de juste, d'équitable, et pour pouvoir amorcer une répartition des coûts, et que les pouvoirs publics ont peut-être soit une participation pendant un temps à mener pour que ce soit absorbé au niveau du absorbable par le consommateur, sachant qu'il y aura du service rendu derrière, peut-être une assurance, peut-être, il y a différentes façons où ils peuvent jouer. Quand il y a de la transformation des bâtiments,
Bon, il y a des prêts. Est-ce qu'il peut y avoir des prêts à taux zéro? Enfin, voilà, il y a plein de choses à imaginer pour passer ce cap. Et donc aujourd'hui, vous, c'est votre enjeu en tant que c'est accompagner, coordinatrice du dialogue. effectivement, c'est accompagner différents acteurs de la filière qui n'ont pas l'habitude de construire ensemble, qui ont plutôt l'habitude de négocier, pour, en étant ce tiers neutre et en gardant en vision cet objectif commun, de créer de nouvelles façons, de nouveaux contrats, de nouvelles façons de communiquer et de travailler ensemble. Merci. Bertrand, Oui. donc, vous aujourd'hui, vous êtes responsable qualité dans les filières. Justement, peut-être vous pouvez nous rappeler comment Super U, quels sont les objectifs en fait de Super U en matière d'environnement et comment vous les mettez en place, quelles sont les actions? Alors, je posais une question, c'est qui connaît Coopérative U ou les magasins U? Ah, bon, c'est bon, tout le monde connaît beaucoup. Donc en effet, je tiens à le préciser parce que ça a son importance, on est une coopérative, donc tous les magasins sont indépendants, ils sont ancrés dans leur territoire, et donc ça joue énormément puisque il y a aussi cette notion de territoire, d'implication du patron de magasin dans son environnement, dans l'agriculture aussi. Et donc on a 4 missions dans la coopérative. Le premier, c'est en effet d'avoir un commerce impliqué localement. Ça joue beaucoup sur du sourcing local avec une proximité. C'est aussi avoir une coopérative engagée humainement. Ça, c'est pour les collaborateurs. C'est faciliter une consommation plus responsable, donc on va en parler. Et c'est aussi de proposer une alimentation plus saine et de qualité, accessible à tous. Et ça, c'est un sujet majeur. Et pour le faire, en effet, on a des actions qui sont inscrites dans le long terme et qui viennent, je trouve, en effet, à point nommé par rapport à la stratégie de décarbonation. Le premier, c'est en effet d'améliorer la qualité nutritive des produits, puisque c'est quand même une des attentes principales du consommateur à date, c'est d'avoir des produits bons pour sa santé. C'est même quand il achète du bio, c'est pour lui d'abord, avant l'environnement. Donc ça, il faut qu'on en ait quand même conscience. Et donc on a, depuis 10-15 ans, travaillé sur la qualité nutritionnelle des produits. On a travaillé sur de la suppression, comme d'autres distributeurs, de substances controverses, pour en effet améliorer cette partie-là. On a aussi valorisé, on va dire, les productions des territoires, donc c'est d'avoir une souveraineté alimentaire sur les matières premières agricoles. C'est aussi de travailler sur le moins, donc moins à gaspiller, et on pourra aussi travailler sur ce sujet sur la partie végétale. Et puis sur la partie, en effet, travailler sur les pratiques respectueuses de l'environnement. Et donc moi, dans mon service, on est là vraiment dans cette logique-là. On essaie de conjuguer les 4 piliers pour emmener les agriculteurs. Donc j'ai un service transverse, donc on est vraiment là au service des activités achats, que ce soit sur les produits bruts, donc tous les rayons traditionnels, boucherie, fruits et légumes, mais aussi les produits de grande consommation plus industriels. Et notre rôle, c'est justement d'aller chercher les producteurs, d'aller travailler avec eux pour développer de la matière première qui peuvent répondre à ces exigences. Et forcément, on va arriver sur le sujet de la décarbonation, comment mieux décarboner et trouver de la matière première qui soit, on va dire, environnementalement acceptable pour alimenter nos produits. Ça explique pourquoi aussi on est remonté un peu dans le classement, puisqu'on a ces engagements depuis un certain temps. Ça prend du temps. On retrouve le temps agricole, ce qui était aussi dans la grande distribution un temps qui était perdu. C'est-à-dire que les négociations, c'est du 1er septembre au 31 mars. 28 février, pardon. Après, il ne se passe plus rien, soi-disant. Voilà. Et ça, c'est vraiment problématique, alors que sur la fabrication de nos produits, c'est du temps long. On reprend le temps de la production, on échange en effet avec les partenaires agricoles pour aller chercher les cahiers des charges, et c'est vraiment de la co-construction. Donc ça, c'est un sujet majeur. Et donc, en effet, quand la stratégie carbone est arrivée, on a trouvé ça naturel de continuer la démarche. Et donc on a embarqué l'ensemble de la coopérative dedans. C'est pas la centrale nationale ou les magasins, c'est vraiment tous les acteurs, donc la logistique, les magasins et la coopérative qui sont engagés pour en effet que chaque collaborateur soit à la manœuvre sur la partie stratégie de décarbonation. Et j'aurais tendance à dire, l'objectif c'est pas de proposer une offre bas carbone, parce que moi dès qu'on me dit je propose une offre bas carbone, ça veut dire que c'est une segmentation. Je le vois un peu comme segmenter l'offre, alors qu'en effet, on doit travailler tous les produits dans une stratégie de diminution du carbone. Donc c'est pour ça, quand j'ai eu Romain, il m'a dit c'est quoi votre offre bas carbone? Je dis moi, j'en aurai jamais de produit bas carbone, je ne veux pas estampiller un produit bas carbone. Il y a d'autres distributeurs qui le font. Je trouve ça, pour moi, une hérésie.
parce qu'on segmente les choses, alors que ça devrait être l'ensemble de l'offre qui doit être travaillée de ce type-là. Et donc c'est vraiment une problématique forte et qu'on veut combattre là-dessus. Donc ça, c'est un point important. Et donc du coup, en effet, on est engagé dans la démarche SBTI depuis début d'année. Et on a vraiment un engagement fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 collaborateurs qui ont été formés au sujet du climat pour intégrer ça dans leur travail du quotidien. Et tous les échelons, hein, c'est pas que la partie achat, c'est vraiment tous les acteurs. Et puis on a commencé un gros travail avec les producteurs, puisqu'en effet, en faisant notre bilan carbone, comme tout le monde, on a découvert que c'était forcément 80% de notre empreinte carbone était faite par les produits. Et donc il fallait agir sur les produits. Et donc forcément, la problématique qui vient, c'est je touche le producteur agricole au final, et c'est lui avec qui on doit travailler sur ce sujet carbone. Et dans cette part de produits, c'est en effet les produits animaux qui sont les plus gros impactants. Donc en effet, si j'ai bien compris ce matin, il faut qu'on arrête de vendre de la viande. Ça va pas être facile à faire passer, mais il faut peut-être aussi qu'on travaille différemment et qu'en effet on accompagne ce changement. D'où aussi la volonté de travailler sur des filières plus extensives ou plus qualitatives. Donc en effet, on est engagé dans des démarches bleu-blanc-cœur qui permettent de réduire les émissions à gaz à effet de serre. On accompagne les producteurs sur des démarches agroécologiques, y compris sur la partie animale, pour voir les co-bénéfices qu'on peut avoir. Et c'est vrai que d'avoir un étiquetage qui nous permettrait de valoriser ces démarches-là, ce serait bénéfique, parce qu'on l'a vu sur le Nutri-Score, ça a eu cet effet-là, c'est que, évidemment, distributeur, on ne voulait pas avoir des mauvais produits. En effet, tout le monde a travaillé sur la qualité nutritionnelle des produits pour avoir les meilleurs produits A. Et là, il y a un changement de calcul depuis le début de l'année. Je vous assure que dans les équipes achat et ingénieur qualité, ça travaille pour maintenir les notes et pas dégrader, parce qu'on sait que c'est quand même vu dans une catégorie de produits comme un acte d'achat important. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui sur cette partie décarbonation, d'avoir ce visuel de dire entre un steak haché premier prix et un steak haché bio, qu'est-ce qui est le plus vertueux en termes d'environnement. Naturellement, les gens, c'est pour ça que c'est un peu perturbant quand on nous dit on décarbone en augmentant, en intensifiant. Pour faire passer ça aux consommateurs, c'est quand même pas facile. Donc même le meilleur du marketing mondial, il aura du mal à le faire passer. Donc c'est des vrais sujets, et donc on a un vrai enjeu là-dessus sur comment on communique sur ces pratiques pour en effet amener progressivement le consommateur. Il y a un autre sujet, c'est que le consommateur, désolé, mais on est tous consommateurs, on a des habitudes et on n'aime pas changer nos habitudes. Après, en effet, on a notre part de responsabilité, je suis totalement d'accord sur le prix, sur la façon de communiquer, mais un consommateur, quand il rentre dans nos magasins, il a à peu près 7 secondes pour acheter un produit devant un rayon. Donc si vous lui changez son packaging, son emplacement, c'est la catastrophe, vous l'avez tous vécu. Je pense que tout le monde a dit ils nous font chier encore ces distributeurs parce qu'ils ont encore changé le rayon de place et ça m'agace. Je sais où sont les produits. Donc c'est des vraies réalités. En changeant des packaging, on a perdu des fois 30% de volume parce qu'on a changé le facing du produit. Donc c'est vrai qu'il y a des grosses craintes par rapport à ça. Donc il y a peut-être des sujets d'études en effet pour mieux appréhender ces sujets-là. Mais il y a des craintes parce qu'en effet, c'est des enjeux, on va dire, économiques derrière. Il faut accompagner ce changement-là et ce n'est pas les sujets les plus simples. Voilà un petit peu ce que je peux dire pour le moment. Par rapport aux objectifs de la filiale U, vous avez les objectifs d'ici 2030 de diminuer de 25% les émissions. Ouais, on est dans les objectifs, on va dire, SBTI, de diminuer de 42% sur le scope 1 et 2 et de 30% sur la partie matière agricole sur le scope 3 et 25% sur la fabrication des produits. Donc c'est des sujets majeurs et ça c'est pareil, on ne veut pas prendre des lignes droites et dire c'est la meilleure solution, c'est celle-ci. Ça se prépare, ça se construit avec les acteurs de l'amont agricole et en effet, il y a un vrai dialogue à avoir. Et dans nos constructions de filières, c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on donne du temps, on a des contrats tripartites. Aujourd'hui, on en a plus de 105 avec des engagements sur long terme de 3 à 5 ans, avec aussi une logique de ne pas vouloir imposer un cahier des charges, comme tu l'évoquais. De plus en plus, on dit, on a ces objectifs-là, c'est quelle est la voie qu'on doit adopter pour y arriver sans imposer les choses, parce qu'on sait qu'imposer des choses sur le monde agricole ou sur des pratiques de ce type-là, c'est illusoire. Donc il faut qu'on arrive à embarquer tout le monde et aussi à pouvoir le valoriser côté consommateur. Et ça, je pense qu'on a un vrai sujet, parce que je ne suis pas sûr que c'est le sujet du bas carbone qu'il faut communiquer, c'est plus, on va dire, les pratiques agricoles ou de remettre en avant la production agricole française, on va dire ça comme ça, auprès du consommateur pour engager cette dynamique de dire
en effet, je peux acheter des produits plus vertueux de façon globale et qui vont avoir un impact carbone. Donc nous, on fait le pari de changer ces pratiques avec les producteurs pour avoir un bénéfice, on va dire, bas carbone, et pas forcément de prendre des partis pris. Je mets en place des plans d'action uniquement bas carbone, qui pour moi peuvent être des fois contre-productifs, donc très, on va dire, productivistes, à l'encontre des notions de bien-être animal ou autres. Donc c'est des vrais sujets qui prennent du temps, mais il faut qu'on arrive à les embarquer, et donc ça va prendre du temps. Après, il faut qu'on travaille aussi sur l'offre, on a notre responsabilité, et on n'est pas bon sur la partie végétale, mais il y a encore des freins. C'est vrai que, on va dire, comme nos magasins sont très, on va dire, impliqués, les patrons de magasins, c'est leur boutique. Changer l'offre d'un magasin, c'est pas simple. Imposer les choses, c'est pas facile, il faut convaincre. Ça bouge petit à petit. On voit arriver en effet des offres qu'on n'avait pas historiquement, on les référence. On a un travail aussi, on a commencé à végétaliser les recettes de nos produits. Ça prend du temps et après on se heurte toujours à la question de dire comment on le valorise. On a travaillé sur des lasagnes où on a diminué le pourcentage de bœuf en remplaçant par des protéines végétales. On sait de se dire quel est vraiment l'impact derrière, est-ce que le consommateur va le percevoir, comment on peut le communiquer. Il y a vraiment ces questions-là qui se posent pour en effet se dire, il y a toujours cette crainte de dire j'ai changé quelque chose de la recette. Qu'est-ce que le distributeur a voulu m'arnaquer, entre guillemets, par rapport à ça? Donc c'est des vraies questions qu'on se pose, parce qu'il faut, en effet, on n'a pas, le distributeur n'est pas un acteur de confiance pour le consommateur. Et donc quel est le tiers de confiance qui peut apporter cette notion-là, cette caution-là? C'est des vrais sujets qu'il faut qu'on arrive à travailler collectivement pour en effet emmener la décarbonation dans toutes ces phases. Et c'est bien, en effet, il faut qu'on diminue la viande en proposant des produits alternatifs. Et là, je suis d'accord sur la remarque de dire que des fois on stigmatise les choses. Moi, le simili-viande, c'est quelque chose qui m'a été personnellement très antiproductif pour aller sur la végétalisation. Parce que copier des produits animaux pour proposer des offres végétales, c'est pas très valorisant. Surtout que quand vous êtes mangeur de viande, les produits n'étaient pas forcément très bons ou c'est pas encore totalement ça. C'est forcément déceptif. Donc vous n'allez pas amener des clients vers un produit parce que vous proposez un steak simili steak de viande. En revanche, je crois beaucoup plus aux différentes offres, et là je pense aussi à la RHF, à la RHD, qui ont une capacité de remise en œuvre et de proposer des offres un peu différenciantes, qui font boule de neige quelque part dans la distribution, parce que les gens ont goûté quelque chose, un plat un peu nouveau, les dalles de lentilles, des produits, on va dire, vraiment cuisinés, et se disent, tiens, ça m'intéresse, et je vais essayer de le refaire chez moi ou le trouver en distribution. Il ne faut pas croire que la distribution, c'est le centre de tout. L'alimentation, elle est globale. Il y a plein d'offres qui gravitent dans l'univers d'un consommateur. Il faut aussi que ça serve pour faire bouger les lignes dans nos magasins et dans nos linéaires. Parce qu'encore une fois, on passe peu de temps dans nos linéaires. En revanche, en effet, on peut être le réceptacle d'innovation qui arrive sur le territoire. Merci. Maintenant, en se plaçant peut-être plutôt du côté du consommateur, comment on peut peut-être, Benoît, les aider à mieux s'approprier une alimentation bas carbone? Quels sont un peu les leviers de ce côté-là? Et peut-être après, Bertrand, vous dire vous ce que vous mettez en place directement dans les magasins pour cela. Oui. En termes de solutions, peut-être d'ailleurs, je ne sais pas où est passé le petit prompteur pour passer la slide. Il est juste là. Allez, je vais le récupérer. J'avais mis tout à l'heure du coup quelques solutions. Oula. Ouais. Je repasse du coup les solutions un peu concrètes qui suivent. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire si je tisse le fil de l'environnement alimentaire. Eh bien, de manière très concrète, aujourd'hui, il y a beaucoup de signaux, des signaux prix, des signaux d'information qui vont amener le consommateur à aller vers certains produits plutôt que vers d'autres. Et du coup, un des moyens pour faire évoluer ces comportements d'achat, c'est de modérer, de canaliser, de restreindre, de faire évoluer toutes ces actions qui déjà influencent le consommateur. Parce qu'on dit déjà, il ne faut pas imposer au consommateur, il ne faut pas dire qu'il doit manger ici ou ça, etc. Mais aujourd'hui, c'est déjà le cas. Vous avez 5 milliards d'euros chaque année en France qui sont utilisés par les acteurs de l'agro-industrie en publicité pour acheter ce produit ou un autre.
le budget du PNNS, donc le Programme National de Nutrition Santé, c'est 20 millions d'euros. Donc 20 millions, 5 milliards. Voilà. Et vous avez la moitié de ce montant-là qui est pour les produits de Nutri-Score D et E. Voilà, vous voyez les campagnes du lobby de la viande dans le métro ou à la télé, vous ne voyez pas les campagnes des ONG ou de Santé publique France dans le métro et à la télé. Donc il y a vraiment un déséquilibre aujourd'hui, et donc déjà, il y a un rôle important de la part de l'État d'agir, de changer un peu les règles du jeu. Changer les règles du jeu pour les pratiques des distributeurs en mettant les acteurs autour de la table et en se disant comment est-ce que collectivement on fait évoluer les choses, c'est un point. Mais il y a aussi ce point qui est de dire toutes les pratiques qui vont être la publicité, le marketing, surtout quand on cible les enfants, mais pas uniquement, les promotions, où là, on ne peut pas continuer à inciter à la surconsommation de produits mauvais pour la santé, mauvais pour l'environnement. Même si on met un étiquetage environnemental à côté, si on continue à avoir des injonctions contradictoires comme ça, on ne va pas y arriver. L'étiquetage environnemental, évidemment, c'est quelque chose qui est important. Pour le réseau Action Climat, il doit devenir obligatoire, tout comme le Nutri-Score. Sinon, on va continuer à avoir des marques qui refusent de mettre le Nutri-Score et l'étiquetage environnemental dès que ça ne leur plaît pas, ou alors qu'ils le mettent et à partir du moment où l'algorithme évolue, ils le retirent, ce qu'a fait Danone. Bjorg, de leur côté, ils ont retiré le Nutri-Score pour mettre le Planet Score à la place, comme ça on ne voit pas qu'ils sont mal notés et on a l'impression que rien n'a changé. Donc voilà, il faut aussi mettre un coup de vis un peu plus fort sur les pratiques des acteurs agroalimentaires, dans l'intérêt du consommateur. Un autre point important, c'est celle du coût du pouvoir d'achat. C'est le fait de réallouer les aides économiques pour qu'il y ait davantage d'aides pour les filières bio et les filières durables. C'est quelque chose qui va permettre aussi de baisser les prix, de monter en échelle également et de les rendre plus accessibles. Ce qui implique aussi sans doute de demander une modération sur les marges sur ces produits-là de la part des distributeurs et du secteur agroalimentaire, mais aussi la question du pouvoir d'achat pour les ménages. Tant qu'on aura entre 30 et 40% de la population qui a du mal à finir ses fins de mois, qui ne peut pas s'alimenter comme il le souhaite, ça va être compliqué de faire cette transition. Donc il y a aussi une question plus générale finalement, qui est celle de lutter contre les inégalités, de lutter contre la précarité et contre la pauvreté. Il n'y aura pas d'alimentation saine et durable pour tout le monde si on garde 20 à 30% de la population ou 30 à 40% qui a à peine de quoi se nourrir tous les mois. Et du coup, oui, si j'en viens un peu plus spécifiquement et rapidement sur la grande distribution, on a des exemples d'enseignes un peu partout en Europe et en France qui vont faire des initiatives vraiment intéressantes. Par exemple, vous avez le distributeur Jumbo aux Pays-Bas qui a dit « Pour atteindre mes objectifs climatiques, je dois arrêter de faire des promos sur la viande. » Ils ont arrêté de faire des promos sur la viande. Vous avez plein d'enseignes en Allemagne, aux Pays-Bas et en Angleterre qui ont dit « À partir de maintenant, tout ce qui est alternative végétale à des produits carnés ou laitiers, ils ne pourront pas être plus chers que l'original. Quitte à ce que pendant un an ou deux, c'est moi qui paye la différence en faisant moins de marge sur ces produits. » Les enseignes qui ont fait ça, alors je n'ai pas les données pour toutes les enseignes, mais celles qui ont commencé à faire ça, au début, elles y perdaient, mais après, le marché a grandi et ils ont pu vendre dans des quantités supérieures qui ont fait qu'en termes de marge, ils s'y retrouvaient aussi, et même leurs concurrents ont été contraints de faire la même chose parce que les consommateurs allaient chez l'enseigne qui proposait ces alternatives végétales qui étaient de bonne qualité nutritionnelle à un prix intéressant. Donc il y a aussi beaucoup d'actions qui peuvent être prises par les enseignes. Et voilà, si on ne change pas les règles du jeu, si on ne change pas l'offre et l'environnement alimentaire et aussi la réglementation, on ne va pas avoir de changement massif du comportement du consommateur avec le peu de sensibilisation et d'éducation à l'alimentation qu'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, au niveau de la filiale U, vous parliez par exemple de la démarche bleu-blanc-cœur. Est-ce que c'est une démarche que vous arrivez à valoriser au niveau de la communication aux consommateurs? C'est quelque chose, c'est un label que vous présentez, ou est-ce que vous trouvez que c'est suffisant ou pas assez justement? Alors clairement, moi il y a une vraie problématique de passage à l'échelle. C'est-à-dire que pour pouvoir embarquer les pratiques et avoir un vrai impact, il faut que ce soit massif. Et quand on développe des filières agricoles, on fait pas on fait pas de segmentation, c'est-à-dire qu'on n'a pas un produit yaourt nature par 4 classique et puis un yaourt filière.
C'est-à-dire que c'est l'ensemble des yaourts, de la gamme, enfin, tout l'univers des yaourts qui est sous filière, pour justement avoir un effet aussi important côté producteur, pour pouvoir embarquer les changements de pratique. Ça, c'est important, c'est-à-dire que si on veut avoir un impact fort sur la partie agroécologique ou l'impact climatique, il faut que les agriculteurs s'y retrouvent et qu'ils aient des volumes et que l'équilibre matière, entre guillemets, de ce qu'ils produisent soit valorisé à 100% ou maximisé à 100%. La problématique des filières qu'on peut avoir en France, c'est que beaucoup sont déclassés parce qu'on n'arrive pas à les valoriser correctement. On a un vrai travail de fond à faire. Donc alors nous on y arrive parce qu'on a pris des mesures pour qu'en effet le bleu blanc cœur, c'est l'ensemble des produits carnés qui sont sous bleu blanc cœur, c'est pas un petit échantillon. Tous les œufs sont bleu blanc cœur, que ce soit label rouge, plein air ou bio. Le lait est bleu blanc cœur, donc c'est une vraie démarche active pour que ce soit massique. Ça, c'est un point important. Après, sur les changements de pratique, on va dire commerciales, c'est des vrais sujets. C'est vrai que ce serait l'idéal d'arrêter les promotions de viande dans une concurrence française. C'est vrai que c'est super compliqué. Je connais pas Jumbo, c'est au Danemark, aux Pays-Bas. Je connais pas très bien l'environnement concurrentiel de là-bas. Mais c'est vrai qu'en France, c'est quand même exacerbé. Il y a quand même beaucoup d'acteurs. Il y en a pas, enfin, on n'est pas aligné. Il y a aussi d'autres circuits de distribution. C'est-à-dire qu'il y a des circuits courts, il y a des bouchers, il y a plein d'alternatives. Et donc, en effet, on arrête la promotion sur certains produits, les clients, ils vont aller voir ailleurs. Donc, c'est des sujets qu'il faut qu'on travaille. Il faut poser le sujet. Et ça peut pas être, en effet, il y a eu plusieurs fois, ça a été remonté dans le rapport. Il faut que ce soit travaillé collectivement pour, en effet, embarquer ces sujets-là. Pas non plus des grands coups de barre à droite et à gauche, mais y aller progressivement, parce que c'est comme ça qu'on va aussi faire changer les changements d'habitude. L'exemple du sel est le bon exemple. On a travaillé sur ça. Moi, il y a 20 ans, j'avais commencé à diminuer le taux de sel. C'est vrai que vous ne faites pas ça du jour au lendemain. Donc il faut prendre son temps. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre 20 ans pour le faire, mais il faut engager cette dynamique. On a aussi le distributeur doit être aussi un acteur de mieux communiquer. Donc on a des outils en effet. Je pense que sur le drive, il y a des sujets qu'on peut valoriser sur quand un client commande un produit carné, on peut lui proposer une alternative végétale. Il y a des sujets qu'on peut en commencer à instiller en disant il y a d'autres solutions en effet, participer à l'éducation, même si encore une fois on n'est pas les bons prescripteurs, il faut qu'on y arrive. Mais on n'arrivera pas à se passer dans les 2 ans à venir de promotion sur les viandes, ça c'est clair. Ce serait utopique de dire ça, de prendre un engagement et de dire bon, on y va. Il faut le travailler, c'est des vrais sujets. Il faut trouver des alternatives à ça pour qu'en effet les consommateurs soient en effet, on les accompagne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi expliquer cette démarche-là, valoriser tout ça. Et après, je pense qu'en termes de valorisation sur les produits, on y arrive. C'est-à-dire que nous, tous les produits ça permet aussi de se différencier. Si on le fait, ça permet clairement de ne pas être dans la bagarre des prix, justement. C'est-à-dire que si on va sur des produits filières, on valorise le bleu blanc cœur, c'est pour dire que nos yaourts ils sont peut-être un peu plus chers que notre copain Leclerc. Donc ça nous permet de ne pas être dans la bagarre des prix totalement, d'être bien positionné, mais de proposer une valeur supplémentaire aux consommateurs parce qu'on a une relation avec le producteur, on propose autre chose. Donc il faut aussi voir on va dire, ce travail sur l'amont ou sur ce sujet de décarbonation comme potentiellement un atout qui peut être valorisé. Moi, je suis convaincu qu'on peut le valoriser d'une façon ou d'une autre auprès du consommateur. Il faut bien le marketer, il faut bien l'expliquer pour qu'en effet, ils comprennent la démarche. Au-delà du bas carbone, c'est qu'est-ce que ça a comme impact, et, entre guillemets, de transformer le consommateur qu'on est en acteur de l'alimentation durable. Mais ça, il faut vraiment prendre le temps, mais c'est des choses qu'on peut valoriser auprès du consommateur. Et donc, vous soulignez le fait que c'est important d'avoir un dialogue commun et donc d'avancer ensemble. Peut-être Séverine, vous pouvez nous dire un peu dans quel état est ce dialogue. Est-ce qu'il est avancé, commencé sur la discussion bas carbone et soit entre les fournisseurs, les distributeurs? Comme ça a été dit avant, là, on a fait l'état des lieux pour pouvoir se projeter sur un engagement. Donc c'est le point 0, on va dire, du travail qui a été fait. Ensuite, certains distributeurs ont contacté leurs fournisseurs. Bon, par exemple, Carrefour, ils ont contacté leurs 100 plus gros fournisseurs en leur demandant également d'écrire une stratégie
avec un risque de déréférencement. Donc ça a été un courrier contractuel. Donc, est-ce que c'est du partenariat? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est du volontarisme, on va dire. Je sais qu'il y a d'autres distributeurs qui ont plutôt choisi d'accompagner l'amont avec des consultants pour pouvoir que eux puissent progresser. Donc petit à petit, en tout cas chacun avec sa chaîne, j'ai envie de dire, commence à travailler. Ensemble, ce qui a été fait, c'est que je crois qu'ils se sont mis d'accord sur une plateforme commune de remontée des données, donc ce qui est déjà pas mal. En fait, il y a eu Agribalis qui a été choisi pour pouvoir faire le décompte. Ensuite, il y a une plateforme commune de remontée des données pour que, effectivement, les fournisseurs déjà n'aient pas à remonter 6 ou 7 fois des données qui ne puissent pas être consolidées. À voir comment ces données, au final, seront utilisées de façon globale. Donc ça, c'est un pas qui est important. Là où le prochain pas, peut-être, je suis d'accord, il faut absolument valoriser tout l'amont qui sera transformé. Parce que c'est double gaspillage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur le porc, et on le vit sur d'autres sujets comme le bien-être animal, il y a des cochons, des élevages qui vont être transformés, des cochons qui vont en sortir. Il n'y a qu'une petite partie qui va être valorisée sous un label. Le reste, parce que c'est pas organisé, parce que c'est pas le moment, parce qu'il y a des promotions qui sont pas suffisamment anticipées, passe en vente classique. Et donc c'est du gâchis parce qu'on valorise pas ce qui a été fait. Et ça augmente le prix de ce qui est vendu sous le label, puisqu'il doit porter ce prix-là. Donc il y a vraiment pour moi, le modèle, idéalement, c'est on n'achète plus le produit, on achète ce qui sort de l'élevage. Et qu'on arrive à se dire, tout ce qui sort de l'élevage, ça doit rentrer d'une façon ou d'une autre, complètement identifié comme ayant été transformé pour qu'on puisse avoir le vrai juste prix. Est-ce qu'un distributeur tout seul peut le faire? Est-ce qu'il faut être deux pour pouvoir avoir cette flexibilité? Donc ça peut engager d'autres discussions. Il y a des plateformes d'achat communes qui se font. Bon, c'est plutôt pour des produits hautes. Mais pourquoi pas demain le faire sur du plus local pour, je dirais, ensemble avoir de l'agilité en fait sur ce sujet-là. Et en fait, aujourd'hui, c'est aussi les politiques qui viennent cadrer ce dialogue et créer des incitations à travailler ensemble, etc. Pourquoi, peut-être Louis-Georges, pourquoi aujourd'hui il y a des gros freins politiques à cette transformation de la consommation et par exemple, vous discutiez de la stratégie nationale d'alimentation. Pourquoi il y a cette suppression de ce terme réduction? Qu'est-ce qui est en jeu en fait autour de ces politiques? Benoît doit se rappeler les séances du Conseil national de l'alimentation où pendant plusieurs heures, il y a eu des débats sur est-ce qu'il faut réduire la consommation de viande ou équilibrer les régimes alimentaires. Mais des heures. Et donc on sent bien qu'autour de cette thématique-là, c'est non seulement des crispations, mais il y a des fortes tensions politiques parce qu'il y a des gagnants et des perdants dans le système quand même. C'est-à-dire que si l'affichage environnemental, à partir du moment où vous mettez soit des couleurs, soit même un chiffre, il y a des produits qui sont mieux que d'autres. Donc il y a forcément dans le système des perdants et des gagnants. Et en général, les perdants, ils n'aiment pas perdre. Et donc, du coup, forcément, il y a des blocages majeurs. Et là, pour le coup, sur ce sujet-là, c'est évident qu'il y a des pressions de certaines filières, de certaines catégories d'acteurs, qui, du coup, dès lors qu'ils auront l'écoute ou l'oreille des décideurs politiques, influent aussi sur l'avancée, quoi. Fabrice a fait un papier sur la dimension politique de la taxe sucre, par exemple, où la taxe sucre, au fond, par rapport au modèle qui était envisagé au départ et celui qui a été mis en place à la fin, sa transformation résulte des jeux de pression des acteurs. Donc il y a des dimensions politiques, de sociologie politique et de rapports de force qui sont déterminantes. Et donc, du coup, par rapport à ça, petit 1, je pense que ça renvoie au point que tu mentionnais tout à l'heure, de la vision politique de long terme qu'on a pour le système agricole et alimentaire, mais du coup derrière aussi le débat démocratique.
au fond, les arbitrages aussi, ils renvoient à des options, ils renvoient à des choix. Et on a un souci en termes de débat démocratique sur, au fond, vers quoi on veut aller, quoi. Alors peut-être que la prochaine élection présidentielle, ce sera un moment où on pourra débattre de ça. Mais tant qu'on n'a pas cette vision-là d'un côté et puis toutes ces composantes de l'autre, on n'arrivera pas, je crois. Il n'y a toujours pas eu ça n'a pas été acté que le cheptel va réduire. Enfin, on en parlait, je ne sais plus, hier soir. Tout pousse quand même à ce qu'à un moment donné, on pourra pas faire. Enfin, il faudra réduire la consommation, notamment de viande rouge. Mais à aucun moment c'est écrit, donc c'est prévu, donc c'est organisé, et donc on a une chance d'y aller que des éleveurs qui partent à la retraite, le troupeau, enfin, que ça cesse, quoi, et qu'on puisse organiser la diminution. Certaines coopératives l'ont intégré dans leur plan stratégique, mais officiellement, ça n'existe pas. Donc c'est vrai que ce flou et ce manque de vision commune, aussi d'un point de vue distributeur, on ne sait pas trop, enfin, comment on navigue aussi par rapport à ça. Il y a aussi un autre sujet, c'est le prix des produits végétaux. Enfin, on sait que le client est très sensible au prix. Et aujourd'hui, les offres qu'on propose aux consommateurs sont quand même un peu décalées par rapport aux produits carnés. Donc on a on a peut-être une responsabilité, mais je pense qu'il y a aussi l'effet économique où les produits ne sont pas suffisamment produits, etc. Mais moi, j'ai relevé des prix ce matin. Aide culinaire, allumettes végétales, Fleury-Michon, c'est Fleury-Michon, 15,93 € le kilo. Des allumettes nature, 7,10 €. Donc c'est 2 fois plus cher au prix kilo. Donc forcément, aujourd'hui, le consommateur n'est pas incité à aller sur ce genre de produit. On a aussi un autre phénomène, c'est que, alors c'est le marché qui est comme ça, mais on a aussi valorisé le fait de mettre des protéines végétales. Des fois, ça permettait d'être sur du premier prix. Je prends le steak haché, pour avoir un premier prix, vous mettez des protéines végétales. Prix du premier prix en steak haché, c'est 11 € avec de la protéine végétale. Le Happivore que tout le monde connaît, il est à 19 €. Donc c'est vrai qu'on a aussi envoyé pendant longtemps aux consommateurs des notions de se dire les produits végétaux c'est peut-être pas très bon parce que c'est du premier prix et ainsi de suite. Donc on a aussi toute une culture alimentaire à avoir là-dessus. On faisait la réflexion, les lentilles. Moi je consomme des lentilles cuisinées en accompagnement avec de la viande. Donc il y a des vrais changements de pratique aussi qu'on doit avoir, alors que la lentille cuisinée elle peut se manger toute seule. Donc c'est des changements et c'est vrai que c'est pas facile. Alors on peut avoir notre part de responsabilité, mais je pense que de toute façon il va falloir tous les acteurs. Alors je sais qu'il n'y a pas de politique là-dessus, mais c'est quand même problématique parce qu'on ne va pas pouvoir, nous acteurs de la distribution, embarquer ce genre de politique. Oui, du coup, juste un tout petit rebond dessus. Ce qui est. Oui, il y a d'autres pays en Europe où on a comme ça des stratégies interacteurs portées par les pouvoirs publics pour aller vers plus de végétal. C'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas au Danemark, où ils ont vraiment la politique publique pour la promotion de la production, la transformation, la distribution et la consommation des protéines végétales. C'est un truc qui est transpartisan, les acteurs de l'élevage sont aussi d'accord, parce que c'est aussi des opportunités d'intégrer des rotations de légumineuses dans les cultures, c'est la diversification. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de manger de la viande, c'est juste qu'on en mange un peu moins. Ça tombe bien, 30% de la viande qu'on mange en France est importée, donc si on en mange un peu moins, on peut s'arranger pour essayer de faire en sorte qu'on importe moins. Mais on est aussi dans un marché ouvert, ce qui fait qu'on ne peut pas décréter que la viande qu'on va manger en moins, ça sera la viande qui sera importée, donc c'est pas non plus si simple que ça. Mais c'est vrai que tant qu'on n'aura pas de volontarisme politique d'aller vers ce que recommandent en fait toutes les institutions scientifiques à l'heure actuelle, ça sera plus difficile et pour les consommateurs et pour les acteurs économiques d'aller dans la bonne direction. Ça, c'est évident. Et justement, sur je rebondis plutôt sur ce que Bertrand a dit précédemment, sur les prix. Vous disiez qu'on pouvait passer du simple au double d'une offre carnée à une offre végétale équivalente. Et qui est-ce qui décide justement de ce prix? Et est-ce qu'il n'y a pas un potentiel levier de la part directement des distributeurs d'équilibrer des prix entre produits carnés et produits végétales? Là, vous allez m'amener sur les marges.
et je vais entendre, on va me dire, on prend trop de marge sur les produits bio, etc. C'est toujours le même débat. Après, on ne marge pas plus. Enfin, on n'est pas à exploser les marges sur des produits bio ou sur des produits végétaux. On a des marges cohérentes pour un magasin. Après, c'est un positionnement tarifaire d'offre versus le consommateur, et puis aussi un prix d'achat qu'on a versus l'industriel qui nous propose le produit. C'est-à-dire que le produit végétal coûte aussi à date beaucoup plus cher à produire que le produit animal. Donc c'est aussi ça qui explique aussi le positionnement tarifaire produit consommateur. On n'a pas on va pas je sais qu'on a eu des papiers sur le fait qu'on est en bio, en fruits et légumes, 80% de marge. J'ai jamais vu ça. On n'a pas 80% de marge sur un fruits et légumes bio en magasin. La marge moyenne d'un magasin, c'est 25%. Alors oui, il peut y avoir des écarts entre du 10, du 15, du 20, mais ça ne va jamais à 80%, c'est pas possible. Donc après, c'est comment, je pense qu'on développe l'offre en effet par peut-être de la promotion, de la dynamique promotionnelle, parce que ça, le client, il est réceptif. Il faut qu'on lui fasse connaître le produit pour qu'en effet, il vienne acheter le produit, que les coûts de production diminuent. C'est plutôt dans cette dynamique-là qu'il faut aller pour en effet réduire l'écart de prix entre un produit végétal et un produit animal. Mais le fait de dire on n'a qu'à baisser ou limiter les marges, ça ne marche pas beaucoup. Après, je pense que ce qui coûte cher, c'est le simili, justement, parce que c'est des produits ultra transformés, parce qu'on a dû lancer des process de fabrication spécifiques pour arriver à la même texture, à la même... voilà. Mais si on fait effectivement des salades de lentilles, des dalles, etc., je pense que le prix il sera complètement accessible. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont vendus comme soit des produits exotiques, soit des produits véganes ou végétariens qui sont présentés dans des packaging hyper luxe. Donc même la présentation fait que les clients se disent c'est cher. Donc il y a effectivement une offre, et je crois qu'a commencé Bonduelle à faire avec une offre complète de légumineuses cuites, classique en fait. En fait, il faut que ça rentre comme du hachis parmentier, c'est-à-dire avec des produits basiques. Mais ça veut dire qu'on ait des sponsors dans les réseaux sociaux, qu'on change cette culture, qu'on apprenne à consommer des légumineuses, que ça devienne sexy. Voilà. Et on peut, si on a une volonté marketing de le faire, on peut le faire. Je pense qu'on est assez tous sur les réseaux sociaux. On peut trouver des sponsors sportifs ou acteurs autres, mais vraiment changer cette culture de la légumineuse qui devienne quelque chose d'intéressant, qu'on reconnaisse les compétences nutritionnelles de ce produit, et à côté, qu'on arrive à revenir sur la paume de la main en viande, ça suffit. Parce que ça, personne ne le sait. Donc donner de la viande à ses enfants, c'est bien s'occuper de ses enfants. Et je pense qu'on a vraiment un changement de culture à apporter sur les 400 grammes, c'est ça, 400, 500 grammes par semaine, c'est suffisant. Et si vous faites ça, vous êtes des bons parents, voilà. Et vous pouvez à côté diversifier, etc. Donc déjà, si on arrivait à pousser ça, je pense qu'on pourrait progresser. Juste sur ce plan-là, parce qu'on parle beaucoup des régimes alimentaires et de leur évolution au titre de la santé ou au titre de l'environnement. Mais ce que tu viens mentionner là, c'est aussi avoir un regard sur le régime alimentaire, au regard des dépenses des consommateurs. Et au fond, on avait fait une étude il y a quelques années sur les dépenses des consommateurs bio par rapport aux autres. Et en fait, les dépenses des consommateurs bio par rapport aux autres ne sont pas tellement plus élevées que ça. Quand bien même, ils achètent des produits avec des prix beaucoup plus élevés. Et pourquoi ? C'est parce qu'ils n'ont pas le même régime alimentaire. Et donc, en fait, en consommant beaucoup moins de produits animaux, beaucoup moins de produits ultra transformés, moins de boissons sucrées, en fait, tu arrives à payer plus cher les produits tout en ayant une maîtrise des dépenses à peu près correcte. Et du coup, par rapport à ce que disait Fabrice ce matin, c'est peut-être moins, la difficulté est peut-être moins au niveau de la dépense en termes monétaires que la perte d'utilité, au sens, au fond, ou la valeur subjective qu'on donne au fond aux aliments. Et c'est ça qui est difficile. Le compromis, on peut le trouver au niveau des prix dès lors qu'on s'est associé au régime alimentaire. La question, c'est quelle est la perte d'utilité pour les individus à changer leur régime alimentaire. Et ça, on sait que c'est d'autant plus fort qu'on est dans des catégories plus défavorisées. Parce que justement, on en est potentiellement plus loin, on est moins dans le modèle
de cette alimentation plus durable, et c'est plus difficile. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qu'il faut embarquer dans la réflexion, non seulement les régimes alimentaires sous l'angle santé et environnement, mais aussi en discutant sous l'angle économique. Et c'est à peu près dans cette voie-là qu'on peut peut-être trouver le compromis, mieux rémunérer les producteurs, tout en allant vers quelque chose qui soit plus meilleur du point de vue de la santé et de l'environnement. Oui, je suis d'accord sur ce point, et c'est vrai que les consommateurs auraient aussi d'autant plus de pouvoir d'achat pour acheter des produits de qualité s'ils mettaient moins d'argent pour acheter les sodas, pour acheter tous ces produits ultra transformés, trop gras, trop sucrés, trop salés. Et là, en fait, on revient aussi en partie à la responsabilité du distributeur et des industriels, parce que si on achète autant de produits ultra transformés, sucrés, salés, gras, de charcuterie et de viande, c'est aussi parce qu'il y a la majorité des publicités et des promotions pour ces produits-là. Donc s'il y avait moins de pression et moins d'incitation à acheter ces produits, il y aura plus de revenus disponibles pour acheter des produits qui sont meilleurs, on aurait plus de moyens pour acheter des produits bio, etc. Et juste une petite précision sur les recommandations sur la viande. Actuellement, le PNNS, c'est maximum 500 grammes de viande rouge par semaine, incluant la viande de ruminant, la viande porcine, et maximum 150 grammes de charcuterie par semaine. Il n'y a pas de minimum, c'est juste des maximums. Et on peut penser que les recommandations du PNNS seront prochainement mises à jour. Et là, c'est un autre point qui est important, parce que qui dit recommandations alimentaires officielles, c'est repris après par des dizaines, des centaines de milliers de médecins, de diététiciens, de nutritionnistes, etc. Il faut savoir qu'en France, on est en retard sur ce sujet-là, puisque nos voisins italiens, allemands, espagnols, suisses, les néerlandais, les danois, les suédois, etc., ont intégré les questions environnementales dans leurs recommandations. Et du coup, là où on est en France, un maximum, du coup, 650 grammes de viande rouge transformée, non transformée, et rien sur la volaille. Dans les autres pays d'Europe, en Italie, c'est 300 grammes de viande par semaine maximum, toute viande comprise. En Allemagne, c'est 300. En Autriche, c'est 300. En Belgique, c'est 600, toute viande comprise, etc. Donc, on a aussi des recommandations. Et en fait, si ces recommandations évoluent, ça veut dire que les campagnes de santé publique à côté, les recommandations des professionnels de santé vont aussi évoluer. Et on peut imaginer, pourquoi pas, des catalogues de promotion qui sont axés sur les recommandations PNNS. On peut se dire, voilà, nous maintenant, il y a des recommandations officielles, on va plutôt donner des promotions pour ces produits-là. On va faire des paniers spéciaux santé-climat. Je suis sûr que les distributeurs peuvent avoir beaucoup d'imagination pour favoriser tout ça. Merci. J'ai une dernière question, peut-être avant de passer aux questions de la salle. Aujourd'hui, prendre des risques pour transformer l'offre alimentaire, est-ce que c'est pas aussi prendre le risque de réussir? Et est-ce que vous avez justement, vous, peut-être une cellule de gestion du risque, ou alors une évaluation de ce risque-là, et comment vous vous positionnez par rapport à ça, où parfois il y a des acteurs qui vont mettre en place une nouvelle offre et tout le monde va suivre. Comment vous, dans la coopérative U, vous gérez ce problème-là? Non, il n'y a pas de cellule risque. C'est plus des tests, des apprentissages pour pouvoir avancer. Je reviens sur les promotions. Je pense aujourd'hui, les promotions, ça va aussi changer, puisque on était sur le tract, que le tract papier. C'est en train d'évoluer, puisqu'en effet, c'est en train de disparaître. L'intelligence artificielle va arriver, on va pouvoir de plus en plus pouvoir cibler aussi les produits, les offres, etc. Donc je pense qu'en effet, l'environnement, on va dire, informatique et autres, va faire qu'on va pouvoir aussi changer ce modèle, on va dire, d'attractivité dans nos magasins. Aujourd'hui, si on fait un tract, c'est pour faire quoi? C'est pour faire venir, en effet, dans nos clients, les clients chez nous. Le nombre de produits qui sont achetés sur un tract, c'est peu, au final. Mais ça fait venir, je suis d'accord. Donc après, c'est en effet, les choses vont évoluer, je pense que ça va bouger, on va pouvoir cibler, on va pouvoir en effet lancer des campagnes plus ciblées, en tirer aussi des intérêts. Mais ça demande en effet des tests, des changements, et ça, je pense qu'on est capable de le faire sur des groupes de magasins, de faire des zones de test, de voir comment ça réagit. Aujourd'hui, si certains distributeurs ont arrêté le papier, c'est qu'ils ont fait des tests dans certains magasins. On est tous comme ça. Donc il n'y a pas de cellule de risque, te dire, non, c'est pas ça. On est assez pragmatique, on fait du commerce, on teste, ça fonctionne, on y va jusqu'au bout, ça fonctionne pas, on change le modèle.
Après, voilà, il y a des enjeux qui ne sont pas neutres. La promo est un vrai enjeu, c'est une vraie conséquence, et un sujet économique dans les magasins, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, mais je pense que ça va bouger. Après, le délai, vu ce qui se passe en ce moment, ça va très vite, donc peut-être que d'ici 2 ans, on sera 100% digitalisé avec des offres végétales qui seront poussées. C'est possible. Je suis incapable de le dire aujourd'hui. Ça va tellement vite que ça pourrait s'entendre. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous 4 pour vos interventions. On peut passer maintenant aux questions de la salle pour les 15 minutes. Oui, merci à vous 4. J'avais juste une remarque sur l'interdiction du marketing et de la publicité, parce que tu as dit que c'était compliqué parce que finalement les concurrents continuent à faire de la publicité, donc si moi j'arrête de faire du marketing, etc., je vais me faire prendre des parts de marché, en gros c'est l'argument. Mais justement, si on impose à tout le monde, on capte tout le monde sur le volume de publicité, voilà, les autres ne pourront pas faire cette publicité que je ne fais pas. Et c'est là tout l'intérêt en fait d'une action un peu énergique des pouvoirs publics, c'est de fixer les règles du jeu concurrentiel. Et une étude très intéressante de collègues américains sur les États-Unis. Alors c'est tout le domaine il n'y a pas que l'alimentaire, il y a tout le domaine de la consommation. Mais ils ont quantifié le retour sur investissement marginal de la dépense publicitaire. Et en fait, aux États-Unis, il est négatif. Et il est négatif pourquoi ? Parce que en fait, personne ne peut s'arrêter de faire de la publicité, sinon on se fait piquer des parts de marché par le voisin. Donc le marketing, en fait, l'excès de publicité, il est destructif en termes de valeur pour l'entreprise. Et donc c'est là l'intérêt de réguler le marketing et la publicité. Ça peut aussi, finalement, pour les entreprises, être quelque chose de win-win en termes de profit marginal. Je vous rejoins. Il est interdit en France de faire de la publicité promotionnelle à la télévision. C'est bien une interdiction, on n'a pas le droit de le faire. Donc on peut mettre en avant des produits à un prix, mais le prix est bloqué pendant 16 semaines. Parce qu'en effet, il y avait cette logique de dire, si les distributeurs arrivent à la télé avec des prix promo, ça va être encore plus destructif. Donc c'est une piste à étudier. Est-ce que c'est collectivement, on peut y aller, on va dire distributeurs tous ensemble, on se dit on fait plus de promo, ou est-ce que c'est à l'État de l'imposer ? C'est une bonne question. Ouais. Et je pense que c'est surtout pas plus de promo, mais c'est peut-être moins 5% l'année 1, moins 10% l'année 2, tout comme le steak haché, 125 grammes, 122 grammes, 118 grammes. En fait, de se dire qu'il faut être progressif pour accompagner et faire du pas à pas, pour que ça soit moins douloureux et qu'on puisse aussi réajuster, apprendre de l'expérience, reboucler. Après, on va être confronté, mais ça va être franco-français. Il y a eu une limitation des promotions sur l'alimentaire, sur le DPH, maintenant on ne peut plus aller au-delà de 34%. Vous entendez les associations de consommateurs qui disent les prix baissent plus ou pas assez, etc. Donc c'est vrai que c'est des vrais sujets qui sont pas faciles à mener, mais en effet, pourquoi pas. Donc Daniel L, Audubas Arena et Terre de Source, toujours. Du coup, merci beaucoup pour les échanges, très, très éclairants et très, très passionnants. Moi, j'avais une question sur l'étude, la notation des distributeurs. Donc, est-ce que vous avez enquêté auprès des distributeurs spécialisés en bio, par exemple Biocoop, etc. Et sinon, quelle aurait été leur note d'après vos critères Oui, c'est une bonne question. On a hésité à le faire, mais d'une part, les objectifs de l'étude, c'était de pointer du doigt, de montrer la responsabilité de cet acteur qui
brasse autant de produits, qui a une influence sur une partie si importante de la population. Je crois que c'est entre 80 et 90% de la population qui fait ses courses au moins de temps à autre en supermarché. Ce n'est pas le cas pour les commerces spécialisés bio, par exemple. Mais du coup, il y a une partie des points aussi qui est un peu difficile des indicateurs qui ne sont pas forcément pertinents pour des épiceries biologiques, parce qu'il n'y a pas les mêmes réglementations en termes CSRD par exemple, ou les réglementations sur la RSE, DPEF, un certain nombre de choses qui va s'appliquer aux distributeurs de manière obligatoire de par leur structure et leur taille, ce qui ne va pas être le cas pour un certain nombre de chaînes bio. Donc, mais globalement, on regarde la part de viande qui va être en bio ou label rouge, on va regarder la part d'offres de produits végétariens, qu'est-ce qu'on a comme produits qui sont en promotion. Là, c'est carton plein quasiment pour les enseignes biologiques. Donc vous aurez une note, je pense, entre 15 et 20, mais j'ai pas fait le calcul. Merci pour votre présentation. Yosso Yao, élève, ingénieur en agroéconomie et politique publique. Bon, je suis arrivé un tout petit peu en retard, mais je suis tombé un peu sur la partie où tu présentais les freins et leviers à la transition climatique dans la grande distribution. Et tu as pu présenter assez de freins et assez de leviers. Et ma question est que, est-ce que ces recommandations sont réellement prises en compte par les pouvoirs publics? Et sinon, qu'est-ce que vous faites pour rendre ces informations accessibles? Parce que je me rends compte que dans cet écosystème, les pouvoirs publics jouent un rôle assez important qui vont même au-delà des engagements individuels ou des actions que peuvent prendre les distributeurs de manière individuelle. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là afin que ces recommandations-là puissent être prises en compte dans les décisions? Eh bien, c'est une bonne question. Un peu chaque ONG a un peu ses théories du changement ou ses pratiques. Il y a des ONG comme Foodwatch, comme Greenpeace ou comme L214 par exemple, qui vont exiger des choses auprès des distributeurs et leur dire si vous ne le faites pas, on va vous taper dessus et vous allez en prendre un peu plein la tronche. Nous, le réseau Action Climat, on n'a pas cette capacité-là et ce n'est pas notre ADN non plus. Nous, on est vraiment focalisé sur demander des choses au pouvoir public. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On produit des rapports, on contacte les journalistes pour avoir une couverture médiatique importante, pour forcer un petit peu les pouvoirs politiques à agir ou à réagir. L'idée, c'est de faire en sorte que pour un décideur ou une décideuse politique, il y ait plus de gains à agir qu'à ne pas agir, ou plus de pertes à ne pas agir qu'à agir. C'est créer des incitations pour le politique pour agir, parce qu'il ne va jamais agir pour l'intérêt général, pour la santé des populations, pour le climat, pour la beauté du geste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il agit assez peu, malheureusement, pour ces objectifs-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre la pression en écrivant des tribunes, en écrivant des lettres ouvertes, en essayant de montrer qu'il y a une très forte adhésion, non seulement de la population, donc des fois on va commander des sondages pour montrer que 83% des Français souhaitent l'interdiction de la publicité pour les produits gras, trop sucrés, trop salés. 85% des Français sont favorables à des campagnes de communication pour manger moins de viande et avoir une alimentation plus végétale. Pour lui montrer, il n'y a pas de problème, la population est d'accord. Ensuite, on va faire des tribunes pour montrer, regardez, la Société française de santé publique, France Asso Santé, l'association des familles rurales, l'association des diététiciens nutritionnistes, tout le monde est d'accord avec nous sur ce sujet-là. La dernière lettre ouverte qu'on a sortie du coup hier, la CFDT Agri-Agro a co-signé avec nous. Ça veut dire que les délégués syndicaux des filières agroalimentaires, notamment des filières viande, étaient d'accord pour demander une baisse de consommation de viande, avec bien sûr des mesures pour favoriser la consommation de viande française, préserver les emplois dans les filières, etc. On a aussi le collectif En Vérité, qui est un collectif de 50 entreprises des marques agroalimentaires françaises qui a co-signé la lettre avec nous. Et chose qu'on a faite également pour continuer à essayer de convaincre et de déminer, de désamorcer. L'idée, c'est vraiment d'enlever tous les obstacles à la décision bénéfique et de rajouter de la pression pour qu'elle soit faite. C'est un peu les deux en même temps. On a aussi proposé aux distributeurs qui avaient eu la gentillesse de répondre à l'étude de dire, de toute
tout ce que vous m'avez dit là dans les entretiens, qu'on a consigné dans le rapport sous forme de citation que vous avez validée, est-ce que vous ne voulez pas le mettre dans une lettre et l'envoyer au pouvoir public pour leur dire on a besoin de politique pour aller vers moins de viande mais de meilleure qualité, plus de végétal, il faut encadrer la publicité pour les produits gras, sucrés, salés qui ciblent les enfants, il nous faut un cap et on est prêt à travailler collectivement. Eh bien, vous avez Auchan, Carrefour, Intermarché, Coopérative U et Casino qui ont accepté, qui ont rédigé cette lettre et qui l'ont envoyée au gouvernement. Bon, malheureusement, ça n'a pas suffi, mais voilà en tout cas un peu tout ce qu'on essaye de faire. On produit aussi des études avec des analyses d'impact, des effets des mesures qu'on propose pour montrer, regardez, au niveau économique, au niveau de l'emploi, il n'y aura pas de problème. Donc en fait, on essaie de se substituer aux politiques, faire ce qu'il devrait faire mais qu'il ne fait pas, pour qu'il n'ait plus qu'à appuyer sur le bouton. Voilà. Et est-ce que justement à ce niveau, vous voyez un acteur qui vous semblerait pertinent, avec qui vous devriez collaborer afin de faire vraiment bouger les choses? Oui, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai refait un mail à mes contacts chez les distributeurs pour leur dire, maintenant qu'on a un nouveau Premier ministre, ça serait bien de renvoyer ce courrier qui a été envoyé au précédent Premier ministre. Si vous pouvez faire remonter l'info, alors on l'a fait une fois, si on y croit vraiment, on le fait 2 fois. Voilà, donc là c'est déjà réitérer ça. Aller travailler avec les syndicats pour montrer que d'un point de vue économique, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir. C'est pas parce qu'on va manger moins de viande que toutes les filières vont se retrouver en difficulté. Là, c'est le partenariat avec la CFDT qui permet aussi cela. Après, on a aussi des alliances avec des acteurs agricoles. La Confédération paysanne, le réseau CIVAM, le réseau des AMAP soutiennent aussi tout ce qu'on porte. Ferme d'avenir aussi, l'association soutient cela. Après, on aimerait bien pouvoir avancer ensemble avec Interbev et la FNSEA. S'ils étaient d'accord avec nous, il y aurait moins de problèmes. Mais on n'a pas encore réussi. Ils ne sont pas énormément dans le dialogue. Voilà. Il faudrait une médiatrice et puis peut-être qu'il faudrait aussi inverser un peu le rapport de force, parce que si le rapport de force est trop défavorable, voilà, le président de la FNSEA, c'est le président du groupe Avril. C'est quelqu'un qui n'a pas intérêt à ce qu'on ait une transition agroécologique. Il y a des intérêts économiques qui sont tels qu'il n'y a pas intérêt à un changement de système. Et le groupe Bigard n'a pas intérêt à ce qu'on abatte moins de viande. Voilà. Il y a aussi des intérêts économiques qui font que la médiation, les intérêts, les valeurs ne peuvent pas tout outrepasser, quoi. Et la dernière question, il y a juste le point de la concurrence. Je me dis que c'est un peu le rôle de l'autorité de la concurrence. Est-ce qu'elle joue son rôle dans ce sens, au niveau des solutions que vous proposez? Elle est plutôt à dire on n'a pas le droit de discuter. L'autorité de la concurrence nous dit interdiction d'avoir des ententes verticales ou horizontales. Donc vous ne pouvez pas vous mettre autour d'une table entre distributeurs pour échanger sur ce genre de sujet, même si le gouvernement poussait sur certains sujets. On a eu le cas, il y a l'autorité de la concurrence qui dit droit de la concurrence. Donc il y a quand même une problématique en France sur ce sujet-là. Sachant que ce qui est quand même positif, c'est que depuis quelques temps, il y a cette possibilité d'avoir l'autorisation de se mettre autour de la table et de discuter sur des sujets préconcurrentiels, si c'est pour des questions de durabilité, de transition écologique. Alors après, il faut demander à l'avance pour avoir une autorisation de principe, mais on n'est pas à l'abri que ce qu'on fait réellement est bien validé et tamponné à la fin. Je confirme parce qu'on a participé à un projet là-dessus, une première demande qui a été faite et ça n'a pas été validé par l'autorité de la concurrence, parce que pour qu'ils disent oui ou non, pour qu'ils disent oui, voilà. En revanche, ils ont émis un certain nombre de recommandations pour travailler dans de bonnes conditions, pour ne pas tomber dans les sujets d'entente concurrentielle. Donc en effet, il y a des possibilités sur les sujets d'environnement. Oui, bonjour, je suis là. Hiroki Butel, étudiant en agroéconomie aussi. Et j'ai une question, on a beaucoup parlé de la nécessité de la transition et de la complexité des choses à mettre en œuvre, mais moi j'ai vraiment une question pour la grande distribution. C'est quelle approche est-ce que vous avez dans cette transition? Est-ce que vous êtes vraiment dans même si c'est un peu simple à dire, dans l'adaptation simplement de la demande des consommateurs et du cadre réglementaire, ou est-ce que vous voyez, vu votre position quand même de force dans nos systèmes alimentaires, comme des acteurs qui se doivent d'être proactifs pour transitionner vers quelque chose de plus durable? On est proactif pour la simple et bonne raison, alors je parle pour l'enseigne pour laquelle je travaille, nous sommes un groupe franco-français. Nos magasins sont sur le territoire français. On veut prôner de l'alimentation française et que si à un moment donné,
il n'y a pas de la résilience sur l'agriculture française et si on ne produit pas en France, quelque part, nos objectifs ne sont pas atteints. Donc on a aussi un besoin d'avoir de la matière première française, que ce soit animale ou végétale, produite en France, d'où l'intérêt aussi de travailler avec les agriculteurs pour changer les pratiques, être plus résilient et avoir de la matière première, parce que pour en effet vendre des produits, il faut avoir de la matière première. Donc c'est pas répondre aux attentes consommateurs, c'est aussi, on va dire, avoir de la disponibilité de matière pour nos magasins et être en capacité de valoriser des produits, de vendre des produits issus d'une agriculture française. Donc on est plutôt proactif, on participe à des actions, on est engagé dans des programmes de recherche ou de terrain pour accompagner les changements de pratiques. C'est vraiment être proactif pour sortir de certaines ornières et trouver des solutions sur le long terme. C'est pour ça qu'on est vraiment sur des dossiers de long terme. On a des filières qui ont 10-15 ans, parce que, notamment sur le bio, on est là sur l'accompagnement. On n'a pas la crise de la consommation bio, on n'a pas changé nos habitudes d'achat. On n'a pas réduit nos assortiments et la consommation de bio chez nous a été maintenue et elle repart parce qu'on a maintenu nos positions avec nos filières. On a soutenu, on a mis en avant des produits pour soutenir l'agriculture bio. Donc on est vraiment sur une notion de proactivité et pas de dire on adapte nos filières ou nos achats en fonction des attentes consommateurs. C'est pour ça que je dis qu'en effet, cette transition durable, il faut qu'elle se fasse avec les agriculteurs et que ce soit une vraie valeur ajoutée, communicable et valorisable auprès du consommateur. J'y vais. Pour une question de temps, on écoutera les 2 questions pour une réponse. Une question rapide, en fait, qui a été évoquée tout à l'heure, c'est la notion de CSRD, la directive. Qu'est-ce que ça va amener dans le schéma ? Et est-ce que la démarche, elle n'est pas en panne là, actuellement ? Et voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Merci. Ouais. Alors, je vais avoir la dernière question. On va faire prendre les 2. Je ne sais pas qui peut répondre ou si vous avez des éléments de réponse. C'est toute la réflexion, elle est dans un cadre qui est celui de la distribution aujourd'hui. Et est-ce que vous avez des travaux sur changer les modes de la distribution ? Par exemple, si on prend le secteur du transport, il y a une réflexion sur les voitures hybrides, électriques, etc. Et toutes les études montrent que c'est le report modal qui fera la réduction, au moins à court terme. Et donc, est-ce que vous avez aussi cette réflexion-là sur changer du coup les modalités de la distribution, y compris en sortant de la distribution alimentaire et aller sur d'autres produits qui pourraient du coup compenser ce qui se passe dans le secteur alimentaire ? Si c'est pour aller vendre du bazar et du textile, je ne suis pas sûr que ce soit dans la vérité. C'est plutôt l'inverse, de dire concentrons-nous sur l'alimentaire. Et les magasins, on voit certains distributeurs qui sont plutôt à réduire la taille des magasins et à se désengager d'une partie de leur business parce que c'est plus rentable et de se concentrer sur de l'alimentaire. Après, les modèles de vente de demain, c'est vrai qu'on n'en sait rien. Le drive fonctionne. La vente à distance, après c'est vrai que c'est très interrogatif et j'ai pas la réponse. Bon, le non-alimentaire, clairement, il est en train de disparaître parce qu'il y a beaucoup de spécialistes. Donc, alors, le non-alimentaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, après il y aura sûrement des nouvelles demandes. Après, moi, la réflexion que je me faisais, il y a uniquement Intermarché qui est intégré en vertical. Les distributeurs qui avaient des magasins intégrés sont plutôt en train de les passer en franchisé et donc à s'en défaire. Est-ce qu'il n'y aura pas un intérêt à un moment de regarder une intégration pour justement avoir cette agilité, couper les sujets de coûts ? C'est une question que je me faisais, mais c'est un métier spécifique. Mais aujourd'hui, il n'y en a qu'un qui joue là-dessus et je sais que sur certaines filières, ça lui rend bien service. Ouais, le problème, c'est qu'on est commerçant autrement. Donc, on peut mettre producteur autrement. C'est vrai que c'est pas un parti pris. En revanche, on essaie de développer des partenariats un peu plus industriels, avec des engagements forts avec des industriels, mais jamais dans une logique d'investir. Je sais pas si c'est l'avenir. Je considère que chacun a son métier. En revanche, c'est peut-être un mode de partenariat différenciant, plus collectif, plus collaboratif, pour en effet engager des vrais changements et pas être dans la compétition à tout bout de champ, mais de se dire en effet chacun a son métier, le producteur, le transformateur et le distributeur,
Mais travaillons collectivement pour en effet offrir la meilleure offre au final aux consommateurs et chaque maillon puisse gagner correctement sa vie. Je pense que c'est plus ça, un travail collaboratif de plus en plus important et moins dans la confrontation. Parce qu'en effet, de toute façon, pour moi, la matière première va se raréfier. Les acteurs économiques, industriels vont être de moins en moins présents. Donc c'est vraiment de travailler un peu sur ce modèle collaboratif et moins de confrontation. Donc c'est peut-être ce changement-là qui peut arriver. Et sur la CSRD, pardon, j'ai pas beaucoup de vision. Après, nous, les engagements qu'on a pris, on va les maintenir parce que ça fait partie de nos missions et de notre engagement. Donc tout le travail sur la partie carbone, changement de pratique, produits locaux, voilà. On continue, on va y aller, indépendamment des obligations qui peuvent nous attendre, parce qu'encore une fois, c'est lié aussi à notre modèle économique de présence sur le territoire. Et en complément, même s'il n'y a plus une CSRD aussi ambitieuse, le classement du réseau Action Climat est réitéré dans 2 ans. Donc vous n'avez pas de on a la pression. Merci beaucoup, c'est la fin de cette table ronde. Merci aux acteurs d'être venus, d'avoir joué le jeu. Et c'est aussi la fin de cette